Bonsoir à toutes et à tous. Et merci aussi de venir écouter cette présentation sur les plastiques, qui je pense sera un petit peu différente peut-être de celle que vous avez pu entendre jusqu'à présent, puisque je vais aussi me focaliser sur un point particulier des plastiques qui sont les plastiques dans les eaux continentales et dans le milieu urbain, ce qui est assez différent des océans, mais ce qui part de la ville va effectivement arriver aux océans. Alors, bon, nous sommes bien aux conférences de la Cité des Sciences, rêve et cauchemar. Alors, je ne sais pas, on pourra en discuter à la fin. Est-ce que ce que je vous aurai présenté sera plus un rêve ou un cauchemar? Je pense qu'on est aussi sur des tendances qui ont été évoquées la semaine dernière par Pablo Servigne. Mais auparavant, je vais peut-être aussi vous donner quelques éléments pour espérer, qui ne vont pas parler directement des plastiques, mais qui vont plus faire appel à ce que j'ai fait dans ma vie avant de m'intéresser au plastique. J'avais juste mis ce petit élément puisqu'il était marqué dans la brochure que j'étais professeur de géochimie et d'hydrologie. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Plus modestement, je ne suis professeur que d'hydrologie urbaine. Donc je m'intéresse forcément aux questions d'eau dans la ville, et ce qui est quelque chose d'assez classique pour l'école des ponts, puisque à l'école des ponts, on a un très grand historique sur ces questions d'eau et de ville, et j'ai mis la figure tutélaire de l'eau dans la ville à l'école des ponts, qui est celle de Belgrand, qui a beaucoup travaillé au XIXe siècle sur les questions d'eau dans le milieu urbain, et en particulier, comme vous le savez sans doute, a organisé l'alimentation en eau de la ville de Paris, et aussi l'évacuation des eaux qu'il avait amenées par ailleurs pour régler un certain nombre de problèmes sanitaires qui se produisaient auparavant, avec une espérance de vie qui était très très brève. On avait une espérance de vie de 30 ans à l'époque, et je pense que le cauchemar à cette époque-là était sans doute là aussi fort présent. Mais les solutions qui ont prévalu à cette époque-là ne sont peut-être pas celles que l'on pourra envisager aujourd'hui. Alors l'école des ponts s'intéresse toujours à ces questions d'eau et à ces questions d'eau dans la ville, en particulier au travers d'un laboratoire dans lequel je travaille, qui s'appelle le LESU, le laboratoire eau, environnement et systèmes urbains, et qui est commun aussi avec deux autres institutions, l'université Paris-Est Créteil et l'école Agro-Paris-Tech. Donc, avant de m'intéresser au plastique, pendant longtemps, je me suis intéressé à quelque chose qui était déjà en liaison entre l'eau et la ville, qui était la restauration des milieux lacustres, à une époque où les problèmes d'eutrophisation de ces milieux lacustres commençaient à trouver des solutions. On a, donc là, c'est une photo du lac du Bourget que je vous présente. Et sur ce site, on a, dès 1980, organisé un détournement des eaux usées du lac pour lui permettre d'améliorer son état. Et on est sur quelque chose sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, sur une dégradation des eaux de tous les milieux lacustres européens et nord-américains qui s'est produite après la Deuxième Guerre mondiale, avec des apports de phosphore provenant principalement de la croissance urbaine, et qui se sont sensiblement améliorés à partir du milieu des années 80, avec des effets de détournement, comme je l'ai indiqué pour le lac du Bourget, et des effets aussi d'évolution des pratiques, puisqu'on a assisté à une disparition très rapide en Suisse, beaucoup plus lente en France, par exemple, de l'utilisation des phosphates dans les lessives. Mais pendant toute cette partie de ma carrière, où je faisais des petits travaux de modélisation, eh bien, je m'intéressais au milieu lacustre. Je savais que ça venait de la ville, mais je ne regardais pas à ce moment-là réellement la ville. Et puis un petit peu plus tard, j'ai commencé à regarder plus l'interface entre l'eau et la ville, et à regarder des aspects d'historique, d'évolution, d'historique de la contamination de ces milieux lacustres, avec une liaison avec l'évolution des villes sur le bassin versant de ces zones. Alors, on a continué à travailler sur le lac du Bourget, hein, qui est un lac assez emblématique en France, qui a l'avantage d'être
d'avoir un temps de séjour assez long, d'être situé entièrement en France. Hein. Le Léman est plus grand, plus compliqué. Et on a travaillé sur des archives sédimentaires. Donc on a pris un certain nombre de carottes sur ce lac, de sédiments, qu'on a datés et sur lesquels on a cherché à repérer un certain nombre de contaminants en provenance de la ville. Alors on l'a fait sur le lac du Bourget, et puis on l'a fait dans des milieux complètement différents. Ici, c'est sur un lac qui est situé au Brésil, à proximité d'une assez grande métropole brésilienne qui s'appelle Belo Horizonte. Alors, juste pour montrer que finalement, là aussi, des choses peuvent s'améliorer, quelques résultats qu'on a pu obtenir à cette époque-là. Donc, vous avez sur 4 contaminants organiques, alors les HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, majoritairement provenant de phénomènes de combustion, les PCB, hein, les polychlorobiphényles, dont vous avez là aussi, je pense, largement entendu parler et qui ont défrayé la chronique encore sur cette région Rhône-Alpes il n'y a pas très longtemps, puisqu'à l'époque, on a interdit la commercialisation de poissons sur le Rhône, mais également sur le lac du Bourget. Le profil aussi du plomb, et puis des PBDE, donc des polybromodiphényléthaires, qui sont des retardateurs de flamme. Et sur la verticale, donc, on a daté cette carotte, donc, qui va depuis la fin du XIXe siècle, jusqu'au début du XXIe siècle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des historiques de pollution avec des périodes où les concentrations augmentent, puis diminuent, et avec des dynamiques qui vont être très différentes selon les différents polluants en fonction de leur histoire. Par exemple, sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est pendant la première moitié du XXe siècle où on a eu les concentrations les plus élevées, donc a priori une pollution d'origine atmosphérique qui était à ce moment-là la plus importante. Les PCB, c'est un petit peu comme les phosphates dont je parlais tout à l'heure. Ils sont arrivés avec le plan Marshall en Europe. Et c'est avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on va voir les concentrations augmenter. Et puis, on commence à avoir à ce moment-là des mesures environnementales qui sont prises, des phénomènes de bannissement de ces espèces, et ensuite une décroissance assez rapide, même si sur ce site, elle a été beaucoup plus lente que sur d'autres sites qui ont été étudiés par les scientifiques. Sur le plomb, eh bien, là aussi, des augmentations qui étaient très nettes et un décrochement qui s'est produit dans les années 80 et qui, là, a une origine qui est tout à fait différente, mais qui est liée au détournement de ces eaux usées dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a amené à éviter d'amener au lac des quantités importantes de ce milieu-là. Et puis, l'histoire se répète. Hein, vous avez à la fin ces PBDE où, jusqu'en 2010, on était sur des tendances de croissance. On amène des nouvelles molécules, on cause de nouveaux problèmes, et ces nouveaux problèmes sont enregistrés directement dans les sédiments du lac. Donc, il y a quand même de l'espoir dans un certain nombre de cas, et c'était quand même des travaux tout à fait intéressants sur lesquels on a travaillé il y a une petite dizaine d'années. Et puis, comme je suis non seulement chercheur, mais je suis aussi enseignant, j'ai fait intervenir un jour dans un cours Marie-Hélène Tussaud, qui est une bonne amie, qui est directrice scientifique d'Ifremer, pour lui demander de parler du littoral aux étudiants. C'est un domaine, hein, moi je vous ai expliqué, je m'intéresse à la ville. Sur le littoral, je suis tout à fait incompétent. Et donc, elle est intervenue et elle a présenté aux étudiants, parmi d'autres travaux, un travail sur l'accumulation des plastiques sur les zones littorales et dans les océans. Et à ce moment-là, je l'ai écouté parce que j'aime bien écouter ces présentations. Et on s'est posé la question, mais finalement, ces plastiques, d'où ils viennent? Et on s'est dit, de la même manière qu'on va étudier les micropolluants dans les eaux urbaines, est-ce qu'il ne faut pas non plus aller voir aussi les plastiques? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à aller voir ces plastiques dans le milieu urbain?
Et c'est à ce moment-là qu'on a entamé les travaux, donc avec mes deux collègues avec lesquels je présente finalement ces résultats aujourd'hui. Donc Johnny Gasperi, qui est maître de conférence à l'Université de Créteil, et Rachid Driss, qui est un doctorant. Donc un petit merci à la région Île-de-France qui finance son allocation de thèse. Voilà, donc on est une petite équipe qui travaille depuis quelques années sur cette question-là. Et je vais d'abord vous donner quelques éléments généraux sur les plastiques, et puis après vous présenter les principaux résultats auxquels on est arrivé sur le milieu urbain. Alors, on est dans le contexte de l'Anthropocène. Et j'aime bien illustrer l'Anthropocène avec cette sculpture que vous pouvez aller voir à la Fondation Louis Vuitton, et qui montre finalement comment est-ce que, d'un point de vue géologique, eh bien, nos matériaux, notre mode de vie d'aujourd'hui, eh bien, va créer du sol, va créer finalement ces couches géologiques qui traduisent ce phénomène de l'Anthropocène. Et à l'intérieur de cette sculpture, eh ben, on peut voir un grand nombre de matières plastiques. Donc la matière plastique, elle est directement liée à cette époque-là. Et un autre moyen de le voir, c'est de reprendre les évolutions des productions de matières plastiques depuis, encore une fois, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, ce sont des données qui proviennent de Plastique Europe et qui suivent une tendance exponentielle, exactement les mêmes tendances exponentielles que celles que présentait Pablo Servigne la semaine dernière sur tout un tas de paramètres. Alors, sur son graphique, il y avait une douzaine de graphes, de courbes qui montaient. C'était assez difficile de voir de quels paramètres il s'agissait. J'imagine qu'il n'y avait pas la production de plastique, mais la production de plastique aurait tout à fait eu sa place. Donc, je vous ai dit que nous, ça faisait quelques années qu'on travaillait là-dessus. En 2012, la production était de 288 millions de tonnes. En 2014, elle est passée à 311 millions de tonnes. Donc on est quand même sur une évolution à l'échelle mondiale très importante encore de la production de matières plastiques. Ça correspond à peu près à 4% de la production d'hydrocarbures annuelle et à peu près 4% aussi pour transformer ces hydrocarbures en matière plastique qui va être utilisable. Donc ce n'est pas du tout négligeable par rapport à la consommation d'hydrocarbures mondiale aujourd'hui. Alors, si on essaye de mettre quelques points de repère sur cette courbe, eh bien, les premiers articles scientifiques sur la question datent déjà d'assez longtemps. C'est au tout début des années 1970 que sont sortis les premiers articles aux États-Unis de gens qui avaient remarqué la présence de ces plastiques et qui se posaient la question de leur abondance et finalement, quelle solution, c'est assez amusant parce que dès le début, c'est évoqué, quelle solution pouvait être mise en œuvre pour permettre de limiter ces apports en matière plastique dans les océans. Et puis, au début des années 90, eh bien, la mise en évidence de ce dont vous avez entendu parler, alors en français plutôt sous le nom de 7e continent, mais de ces grandes taches de déchets plastiques que l'on va trouver d'abord dans l'océan Pacifique, mais aussi également dans un certain nombre d'autres zones du globe où des phénomènes de circulation océanique amènent à amasser ces plastiques dans ces zones-là où ils vont avoir des concentrations relativement élevées. Et puis, un peu plus tard, vers 2005, apparaît le terme de microplastique. Donc on ne va plus non seulement s'intéresser à ces plastiques de grande taille, mais on va aussi s'intéresser par la suite à des plastiques de beaucoup plus petite taille et pour lesquels les impacts sur les organismes vivants pourront être tout à fait différents. Et ça, j'y reviendrai là aussi par la suite. Et puis, voilà, avec un certain orgueil, j'ai mis les eaux continentales à partir de 2012. Je pense qu'en France, on a été les pionniers, et même en Europe, les pionniers sur cette question-là. Mais finalement, comme on n'est jamais seul à avoir une bonne idée, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'équipes qui s'intéressent à cette question des plastiques dans les eaux continentales. Alors, s'intéresser évidemment aux plastiques, ça revient à s'intéresser aux déchets plastiques. Et ces déchets plastiques, en Europe,
il s'élevait en 2014 à peu près 26 millions de tonnes. Et on peut voir que le devenir de ces déchets plastiques était à peu près équivalent entre trois possibilités. Le recyclage, la valorisation, donc le recyclage, on est à peu près un tiers, un tiers, un tiers, la valorisation énergétique et la mise en décharge. J'ai mis entre guillemets. Pourquoi? Parce que finalement, ça inclut aussi les fuites qu'on va retrouver ensuite dans les milieux naturels et dans les océans. Mais évidemment, au niveau de cette représentation-là, ce terme de fuite n'apparaît pas et on pourra essayer de trouver des éléments de réflexion sur pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas. Alors, si on va au-delà du cas de l'Europe et qu'on s'intéresse aux déchets plastiques dans le monde, eh bien, en moyenne mondiale, à peu près 10% de la masse de déchets, c'est du plastique. Et donc, différents chiffres qu'on peut trouver dans la littérature. Un premier chiffre proposé par la Banque mondiale qui s'intéressait à 3 milliards d'urbains en 2012, trouvait 150 millions de tonnes. Et puis, une extrapolation qui est assez intéressante de ce chiffre de 150 millions de tonnes en 2012 pour 3 milliards d'urbains, en faisant des hypothèses d'évolution de la population urbaine à l'horizon 2025, ils estiment qu'on arriverait à 268 millions de tonnes en 2025 de déchets plastiques. Et un autre travail en 2014 est arrivé à une estimation de 275 millions de tonnes par an de déchets plastiques pour à peu près 6,4 milliards d'humains. Donc on n'est pas très loin de la totalité de la planète. Et ce chiffre, finalement, j'aimerais bien qu'on le remette en parallèle du chiffre que je vous ai donné juste avant, de 311 millions de tonnes produits en 2014 ou 288 millions de tonnes produits en 2012. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc on est dans un système, finalement, où chaque année, on produit une certaine quantité de plastique et on a pratiquement la même quantité qui devient du déchet. On n'est pas dans une logique d'augmentation du stock utilisé pour les activités, en tout cas de manière sensible, utilisé dans le bâtiment, utilisé dans les voitures. Non, on est dans un système qui va se renouveler et pratiquement tout ce qui est produit une année se retrouve à peu près au niveau de la même masse sous forme de déchets. Alors, si on essaye maintenant de regarder cela à l'échelle de ce qu'on va retrouver dans la mer, donc des données qui viennent là, du même papier que celui que j'évoquais précédemment, qui est sorti au début de l'année dernière de Gena Yambek, où finalement, elle a estimé les masses de déchets qui rentraient dans les océans en 2010. Cette masse de déchets, elle est estimée entre 4,8 et 12,7 millions de tonnes. Si on rapporte ça à la masse totale de déchets plastiques, on arrive finalement à un pourcentage de déchets plastiques qui va rentrer dans les océans, qui est compris entre 1,75 et 4,6% selon les différentes hypothèses qui sont faites. Donc finalement, on sent là une des difficultés qu'on va avoir pour régler ce problème des plastiques, qui est que les fuites qu'on va retrouver vers les océans sont des fuites finalement qui sont relativement faibles. On est sur des fuites de l'ordre de quelques pourcents, qui sont variables selon les pays dans le monde. Le niveau de fuite en France n'est pas du tout le même niveau de fuite que, par exemple, au Vietnam ou en Chine. Et ces pays-là, typiquement, auront des apports aux océans qui seront beaucoup plus significatifs que ceux qu'on va trouver en France. Mais néanmoins, on reste sur des flux, sur des valeurs qui vont être relativement faibles. Alors, sur ce graphique-là, eh bien, finalement, ces personnes, donc cette équipe, a considéré qu'on avait cet apport en 2010 de 12,7 millions, enfin de variant entre 4 et 12 millions de tonnes, et ont regardé à quelle quantité
de plastique on arriverait en 2025 si on considérait une accumulation. Et vous voyez qu'on arrive à des chiffres qui peuvent être assez importants de 150 millions de tonnes. Alors néanmoins, par rapport à ce que j'évoquerai un petit peu plus tard, je vous demande de garder en mémoire ce chiffre de quelques millions de tonnes rejetées chaque année dans les océans, suite à une mauvaise gestion finalement de ces déchets plastiques. Alors ensuite, si je m'intéresse non plus à des millions de tonnes à l'échelle planétaire, mais à des chiffres qui peuvent nous concerner chacun d'entre nous, eh bien, la masse de plastique qu'on va rejeter par an, elle est à peu près de 40 kg. Et selon les deux hypothèses, basse ou haute, de rejet dans le milieu océanique, on va trouver des rejets individuels qui vont être aux alentours d'1 à 2 kg. J'ai fait directement les règles de 3. On arrive à entre 0,75 et 2 kg de plastique. Alors, si on essaye de regarder ce que ça peut donner en termes de déchets plastiques, eh bien, alors, je n'ai pas fait les calculs avec ma petite bouteille d'eau d'évian qui m'est proposée ce soir, mais avec une bouteille d'1 litre de San Pellegrino, eh bien, c'est comme si chacun d'entre nous rejetait entre 19 et 50 bouteilles d'1 litre de plastique directement dans les océans. Alors, on va voir par la suite que ces plastiques prennent des tas de formes et ne sont absolument pas nécessairement sous la forme de ces bouteilles. Et je vais vous parler de mes dernières vacances à Biarritz. Donc sur la plage de Biarritz, voilà ce que une des plages de Biarritz. Voilà ce que j'ai pu voir il y a une quinzaine de jours, où vous avez évidemment des récipients. Vous avez aussi quelque chose dont on parle beaucoup, qui sont des restes de filets de pêche. On peut penser que ça en provient. Donc tout ce qui est lié à l'activité de la pêche, qui autrefois était faite avec des filets qui, quand ils étaient perdus, se dégradaient avec le temps. Finalement, aujourd'hui, on a des filets qui ont une durée de vie dans le milieu naturel qui est très importante et qui fait que les impacts de ces filets sur les populations animales dans les océans seront beaucoup plus importants. Donc ça, c'était un exemple. J'en ai un autre que j'ai trouvé assez rigolo, là, de ce petit bout de bouteille qui s'est enfiché sur un morceau de bois et qui traduit aussi le fait que, à Biarritz, on est assez proche de l'estuaire de l'Adour et que vraisemblablement des phénomènes de crues, de petites crues, peuvent rapidement, à partir du milieu continental, amener des déchets de plastique en quantité importante vers les zones littorales et, avec le phénomène des marées, peuvent se retrouver rapidement sur les plages. Bon, aussi, à Biarritz, on est au fond du golfe de Gascogne et le golfe de Gascogne va aussi constituer une certaine zone d'accumulation de ces déchets qui auront tendance à s'accumuler donc sur la plage. Alors, ça, c'était mes vacances de cette année. Et puis ça, c'est mes vacances de l'année précédente où j'étais allé au Lofoten. Et au Lofoten, où là, on est quand même très loin, ou en tout cas, on a une densité de population qui est extraordinairement faible, au nord de la Norvège, il n'empêche que sur les berges, on trouve très rapidement des morceaux de plastique et en quantité qui est importante. Donc là, on est sur du macro-déchet de plastique, soit encore parfaitement complet, comme c'est le cas de ce gant, soit fractionné en partie, comme sur les diapositives précédentes. Et puis, quand on regarde ce qui se passe à ses pieds, aussi sur les plages, on voit ce style de choses, donc qui ne sont pas des petits grains de sable un peu plus gros que les autres, mais qui sont des petites billes de plastique, en fait des petits cylindres de plastique, qui sont utilisés en fait en plasturgie pour être fondus et former dans ces usines de plasturgie tous les objets de plastique que nous utilisons tous, vous et moi, au quotidien. Et on en trouve partout. Alors, une première photo, une deuxième photo. Donc ça, c'est ceux que j'ai trouvés la semaine dernière, là aussi, pendant mes vacances. Et si
je trace, alors c'est absolument pas scientifique, c'est purement qualitatif, la côte du Pays Basque depuis Bayonne jusqu'à la limite entre la Guipuscoa et la Biscaye, sur laquelle j'ai assez souvent l'habitude de me promener, eh bien, à chaque petit rond, j'ai pu trouver de ces boulettes de plastique, plastic pellets en anglais, dans des quantités qui ne sont pas négligeables. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver là aussi absolument partout le long des côtes. Et vous voyez qu'on est déjà sur une taille qui est sensiblement plus petite que sur les présentations précédentes. Et si j'avance, alors normalement, voilà. Donc là, on est toujours sur une plage de Biarritz, à l'endroit où la marée s'est arrêtée lors de sa dernière montée, et on voit des tas de tout petits fragments plastiques. Il y en a certains qui sont colorés, il y en a d'autres qui sont blancs, et là, on en a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Et on est à des niveaux de taille qui sont tout à fait petits. Et si je descends encore dans mes échelles, eh bien, ici, des résultats, des prélèvements qu'on a pu faire sur les eaux urbaines. Donc, on fait, après un système de on a recueilli nos plastiques, nos eaux, on les a traités, on a déposé tout ça sur un filtre. Et là, vous avez un zoom de ce qu'il y avait sur ce petit carré de filtre. Et on voit apparaître des fibres plastiques très fines, qui vont faire quelques centaines de microns ou quelques millimètres de longueur et qui vont avoir un diamètre tout petit de l'ordre de quelques dizaines de microns. Donc finalement, au niveau de nos déchets plastiques, on a tout un continuum de taille, depuis des fragments extraordinairement petits jusqu'à des fragments de très grande taille, typiquement ceux que l'on rencontre à vue, soit dans les océans, soit au bord des plages. Alors, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, on a défini une limite un peu arbitraire, et on va considérer que les microplastiques, c'est tout ce qui va avoir moins de 5 mm de dimension caractéristique. Et on va avoir un traitement complètement différent en termes d'évaluation scientifique entre ce qui va être macroplastique et ce qui va être microplastique. Les macroplastiques, on va les peser. Les microplastiques, on va les compter. Et dans la masse totale de ce qu'on va trouver après dans les milieux naturels, évidemment, la masse représentée par les microplastiques sera très faible par rapport à la masse des macroplastiques, mais le nombre d'éléments sera évidemment beaucoup plus important pour les microplastiques que pour les macros. Alors, pas que je me trompe de machine. On passe de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre avec des phénomènes de fragmentation. Et donc là, on commence à voir, par exemple, une feuille de plastique qui est en cours de fragmentation, qui est déjà détachée sur les bords, qui est fendue en différents points, qui vieillit sous l'effet du rayonnement solaire et qui, petit à petit, va donner ces petits fragments que vous avez vus dans la courte vidéo tout à l'heure. Ces phénomènes de fragmentation font l'objet d'études, sont encore aujourd'hui relativement mal connus. Et c'est ce qui fait que nos microplastiques, dans la très grande majorité des cas, seront ce qu'on appelle des microplastiques secondaires, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas naturellement de petite taille. Alors, il y a une exception dont vous avez peut-être entendu parler, qui concerne les microbilles plastiques que l'on trouve en particulier dans les produits cosmétiques. Et donc, nous en avons trouvé quelques-uns avec des très jolies couleurs. Donc ça, c'est dans des eaux urbaines, en milieu, dans la Seine, où on a pu trouver ces petites billes qui sont là, constituées initialement par l'industrie pour avoir cette taille microscopique dès le début. Alors,
évidemment, c'est très compliqué de compter tout ça dans les océans. Il y a un certain nombre de gens qui s'y sont attelés, donc en particulier un papier de Marcus Eriksen et collaborateurs qui est sorti il y a 2 ans. Et on est à peu près à ces chiffres-là. Donc sur le macro, on en a quand même pas mal. Hein, on est en trillions, donc ça commence à faire beaucoup. Mais c'est quand même pratiquement un ordre de grandeur plus faible que les micros. Mais par contre, en termes de masse, on a beaucoup plus de macros que de micros. Et je vous avais demandé de vous souvenir du chiffre des apports de 4 millions de tonnes, de 10 millions de tonnes tout à l'heure. Eh bien, ce qu'on a pu recenser au niveau des océans, finalement, c'est un chiffre qui est tout petit par rapport à ces apports annuels de plusieurs millions de tonnes. Donc, une des questions qui est aujourd'hui une question scientifique, c'est finalement où vont ces apports des continents vers les océans, puisque finalement, on ne va en retrouver qu'une toute petite fraction par rapport à ce qui est initialement apporté. Il y a des hypothèses. On considère de plus en plus que ces plastiques qui finalement sont relativement peu denses restent assez peu longtemps en surface et vont, suite à des colonisations bactériennes, avoir tendance à voir leur densité augmenter et s'accumuler au fond des océans, donc disparaître des calculs. Et puis aussi, pour partie, peut-être rejoindre très rapidement les côtes, comme j'ai pu vous l'illustrer précédemment. Voilà, donc, oui, j'ai mis cette petite carte-là. Résultat de modélisation, et puis d'estimation toujours de cette équipe de Marcus Eriksen, eh bien, on a ici les 4 tâches sur les 4 tâches sur lesquelles on a des accumulations très importantes de plastique. Donc là, il s'agit des plastiques de grande taille. On va retrouver le Pacifique Nord, on va retrouver l'océan Atlantique. Toute cette zone asiatique pour laquelle j'avais dit qu'il y avait des apports importants, on envoie la signature à cet endroit-là. Et puis, au niveau du Pacifique Sud, de l'océan Indien, on a aussi des accumulations qui se produisent, mais à des concentrations qui sont beaucoup plus faibles que dans l'hémisphère nord. Alors, finalement, donc ça, c'est un peu l'état des lieux. La conséquence, c'est finalement, on peut se poser la question des impacts de ces plastiques sur les organismes vivants. Alors, j'ai repris tout ça sous une forme un petit peu de bric-à-brac. Il y a des problèmes liés à l'ingestion des plastiques par les organismes vivants. Donc, typiquement, souvent, ces organismes vont se tromper. Ils vont avaler des sacs plastiques en pensant que ce sont des méduses. Et derrière, il y a évidemment un certain nombre de problèmes qui se produisent. La question de la pêche fantôme, qui est liée à ces filets de pêche qui sont abandonnés, évidemment involontairement, par les bateaux, et dans lesquels les organismes vivants, les poissons en particulier, les cétacés, vont aller se perdre. Un phénomène qui est intéressant aussi, c'est celui de transfert d'espèces invasives et d'autostop, à savoir que ces particules vont servir de support à des espèces pour aller transporter sur des distances assez importantes et ensuite aller se développer dans des endroits qui n'étaient initialement pas prévus. On constate aussi des phénomènes d'étranglement, des phénomènes de pollution visuelle, je l'ai largement évoqué. Il y a des choses dont je n'ai pas du tout parlé. Quelque chose qui est largement évoqué aussi, c'est celui de la contamination chimique. Donc ces molécules dont j'ai parlé tout au début de mon intervention, eh bien, elles peuvent aller se fixer sur les particules plastiques qui agissent finalement comme des éponges de ces molécules chimiques. Et donc on va avoir une accumulation de ces composés chimiques sur ces plastiques, avec derrière des risques s'il y a des phénomènes d'ingestion qui se produisent. Ont été observés aussi sur des espèces au travers de travaux en laboratoire, donc sur des moules, des phénomènes de translocation, à savoir que des microplastiques ingérés par ces moules finalement quittaient
le tractus digestif pour aller ensuite se retrouver à l'extérieur dans des autres parties de l'organisme. Le nettoyage des plages aussi, alors un effet qui est indirect, mais généralement, quand on essaye de nettoyer les plages de ces plastiques, ce n'est pas toujours un travail très délicat qui est mené, et on risque d'avoir derrière des perturbations d'un certain nombre d'habitats, d'un certain nombre de zones dans lesquelles des espèces qui sont là vont se retrouver évidemment perturbées suite à ces travaux de nettoyage. Alors, quelques illustrations de ça. Donc, quelque chose qui est très connu, hein, c'est une tortue, alors qui n'est pas une tortue de mer, mais qui est une tortue de zone humide, donc qui a été récupérée dans l'État du Missouri aux États-Unis avec cette plastique là, de canettes donc il avait complètement étranglé. Ici, donc, un estomac de baleine qui avait ingéré des sacs plastiques. Hein. Et puis ici, donc, un microplastique qui a été trouvé dans des moules, non pas là au travers de travaux expérimentaux en laboratoire, mais des moules d'élevage destinés à l'alimentation humaine. Donc vraisemblablement, quand vous mangez des moules, vous mangez aussi peut-être un petit peu de plastique. Voilà. Alors, la question donc que j'avais posée initialement et sur laquelle j'arrive seulement maintenant, j'ai peut-être été un peu long, c'est celle de la ville. Finalement, la ville dans tout ça, comment est-ce qu'on peut essayer d'estimer les apports de la ville à notre milieu aquatique? Et on s'est focalisé sur le cas de l'agglomération parisienne, qui est un site intéressant puisque la Seine est une toute petite rivière autour de laquelle il y a beaucoup de monde qui est établi et que donc généralement on a des signaux très nets sur le milieu récepteur suite à l'impact du milieu urbain. Alors, on essaye de faire un peu des schémas pour essayer de comprendre quelles peuvent être les circulations entre la ville et puis l'extérieur de la ville sur ces plastiques. Alors tout ceci est un petit peu compliqué et on a commencé par une vision simplifiée des choses en considérant notre ville ici, éventuellement des apports par l'atmosphère vers cette ville, et puis au travers du fonctionnement de la ville, quelles pouvaient être les quantités de plastique dans les eaux usées, quel pouvait être le rôle des stations d'épuration, et donc derrière, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les boues? Qu'est-ce qui se passe aussi en période de temps de pluie, soit que l'on ait directement des rejets d'eau de pluie au milieu naturel, soit que l'on ait des mélanges d'eau usée et d'eau de pluie qui rejoignent le milieu naturel sans passer par les stations d'épuration. Et puis évidemment, on s'est intéressé à ce qui se passait dans le milieu aquatique lui-même, et on a fait ça sur 2 sites, Paris, et on commence à le faire avec la ville d'Ho Chi Minh City, donc au Vietnam, en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement et le Centre asiatique de recherche sur l'eau. Alors, quelle est la méthode qu'on utilise pour essayer de repérer ces plastiques? Eh bien, tout d'abord, il faut les recueillir. Ensuite, on va recueillir un mélange, donc il faut arriver à les séparer. Généralement, ce qu'on va utiliser, c'est des méthodes de séparation densimétrique en utilisant le fait que leur densité est beaucoup plus faible que celle des autres particules minérales qu'on retrouve dans les eaux. Ensuite, on va les observer. Généralement, on commence par les regarder au microscope et on a un certain nombre de règles qui nous permettent là aussi de faire la séparation entre ce qui est réellement du plastique et ce qui n'en est pas. Et puis, à la fin, on va les caractériser donc, par des méthodes de spectrométrie spécifiques pour bien s'assurer qu'il s'agit de plastique. Alors, je vais surtout vous dire quelques mots sur le recueil de ces plastiques, puisque ça me paraît être un des points fondamentaux par rapport à ça. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour recueillir ces microplastiques? Eh bien, on utilise des systèmes de filets qui nous permettent directement d'intégrer
ces plastiques en laissant les filets exposés un certain temps dans le milieu aquatique. Alors, ce qui est le plus utilisé, c'est ce qui vient de la technique des océans. Donc ça, c'est des filets de type filet manta. Donc vous avez ici un filet en forme de cône qui a une maille de 330 microns. Et une fois qu'il est dans l'eau, il flotte et les eaux passent à travers un orifice rectangulaire qui est là, et les particules qui ont une taille suffisante vont se retrouver accumulées à l'intérieur du plastique. Et puis, comme il y a ce spectre de taille dont j'ai parlé, eh bien, on va aussi s'intéresser, en particulier dans le milieu urbain, à des plastiques de plus petite taille, et on a mis en place un petit filet de plus petite taille qui lui a une maille de 80 micromètres et qui a l'avantage de pouvoir être utilisé depuis un pont, ce qui est très pratique quand on est en milieu urbain, et ce qui nous permet de faire des suivis au travers de toute la ville de Paris et toute l'agglomération parisienne à l'échelle d'une journée. Ce qui ne serait pas possible s'il fallait mettre en place un bateau, etc. Et puis, sur Ho Chi Minh City, on a des concentrations qui sont tellement élevées que ce n'est même pas la peine de filtrer. Et donc, on fait directement des prélèvements d'eau brute que l'on va recueillir dans des flacons de verre qui ont préalablement été traités. Alors, ça, c'est pour les microplastiques. Et puis, il y a aussi la question des macroplastiques. Et de ce côté-là, on est un petit peu aidé, puisque dans la région parisienne, sur Paris, si vous vous promenez le long des berges de la Seine, vous pourrez voir des barrages flottants qui récupèrent un certain nombre de choses, donc en particulier des plastiques. Et quand on regarde ce qu'il y a dans ces plastiques, eh bien, dans ces barrages flottants, eh bien voilà typiquement le type d'objet plastique que nous avons pu retrouver. Et on a estimé la masse qui était collectée en un an par ces barrages flottants dans la région parisienne à 27 tonnes par an. Donc si je divise mes 27 tonnes par les 10 millions d'habitants de l'agglomération parisienne, par rapport à mes stocks de bouteilles de San Pellegrino que je vous avais montré initialement, on est à peu près à la masse d'un bouchon. Donc c'est vraiment une toute petite partie. Alors il y a d'autres macro-déchets que l'on va trouver dans la ville. C'est ceux qui vont être transférés par les eaux usées, mais qui ne vont pas rentrer directement dans la station d'épuration, qui vont être enlevés avant que les eaux subissent les traitements biologiques à l'intérieur de la station. C'est ce qu'on appelle les refus de dégrillage. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très ragoûtant à traiter, mais finalement, il faut quand même bien aller voir ce qu'il y a là-dedans. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc là aussi, on retrouve un certain nombre de choses pas très étonnantes. Là, on les a bien lavées. Des étuis des étuis de plastique, principalement de différentes tailles, des bouts de stylo, des gobelets comme celui-là. Alors au total, ça fait des masses qui ne sont pas négligeables, mais c'est à peu près la moitié de ce qui était piégé par nos barrages flottants, donc l'équivalent d'un demi-bouchon, puisque tout à l'heure, j'étais à un bouchon. Donc on est quand même sur des apports qui sont extrêmement faibles. Alors si on regarde maintenant les microplastiques dans le milieu naturel, eh bien, alors, on a regardé ça à différents points, de l'amont à l'aval de Paris, à la fois avec ce petit filet, à la fois avec aussi le grand filet, plus à l'aval, puisque là, il fallait un bateau pour y avoir accès. Et on n'a pas vu d'évolution très nette entre l'amont et l'aval. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu d'évolution très nette sur l'effet des saisons. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est l'importance de la méthode de prélèvement par rapport aux résultats qu'on observe. Donc, si je travaille avec mon grand filet, je trouve un nombre de particules assez faible. Par contre, si je travaille avec mon petit filet, eh bien, je trouve un nombre de particules par mètre cube qui est beaucoup plus élevé et qui varie dans une gamme qui est tout à fait significative, puisque là, vous voyez qu'on est en ordre de grandeur. Donc, ça varie d'un peu plus d'une à pratiquement 1000 particules
par mètre cube. Donc on obtient plus de particules, mais elles sont de plus petite taille, et c'est évidemment une difficulté après pour comparer les résultats avec les collègues d'autres pays, puisque aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de normalisation de ces résultats. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est principalement des fibres. Et puis, par contre, sur une rivière qui n'est pas très loin de chez nous, puisqu'il s'agit du Rhin, eh bien, des collègues ont travaillé avec le grand filet dont j'ai parlé, depuis Bâle jusqu'à Rotterdam. Et donc là, j'ai repris directement un graphique de leurs travaux. Et finalement, les fibres, c'est les petites parties blanches qui sont là. Eux, ils en observent très peu. Et ils vont beaucoup plus observer des fragments, donc résultant directement de la dégradation de substances de plus grande taille. Je vous ai parlé d'Ho Chi Minh City. Alors là, on a l'embarras du choix. Donc sur ces échantillons bruts, on trouve très facilement des fibres, des fragments. Il y a énormément de plastiques qui sont présents dans ces eaux-là et qui sont liés aussi, d'une part, à la dynamique de ces eaux, puisqu'on a des dynamiques très compliquées avec des influences de la marée, et qui sont liés aussi au mode de vie des gens qui vivent, pour une bonne part, directement à proximité des canaux qui traversent cette ville-là. Et il y a énormément de travail qui est fait par les agents de la ville d'Ho Chi Minh City pour récupérer tous les flottants qu'on va trouver dans ces zones-là, qu'il s'agisse de plantes, en particulier beaucoup de jacinthes, ou qu'il s'agisse de plastique. Donc il y a un travail quotidien qui est fait, mais malgré ça, on en retrouve des quantités très importantes. Et si on compare ce qu'on a pu observer sur Paris, où on était à des alentours inférieurs à 1000 par mètre cube, vous voyez, au Vietnam, on est au moins entre 100 000 et 500 000 par mètre cube. Donc on est pratiquement 2 ordres de grandeur au-dessus en termes de contamination des eaux. Et on voit aussi beaucoup plus de fragments par rapport à ce qu'on avait pu observer sur la région parisienne. Donc on est aujourd'hui dans cette phase un peu d'observation, d'essayer de voir ces concentrations, d'essayer de caractériser aussi les origines de ces fragments ou fibres que l'on observe. Et donc nous, une question qu'on s'est posée dans ces cas-là, c'est finalement quel pourrait être l'apport de l'atmosphère. Donc on a installé un système très bête que vous avez ici d'entonnoir qui est exposé aux intempéries, à la fois en temps sec, à la fois en temps de pluie, et puis régulièrement, on va récupérer ce qui a pu se déposer à l'intérieur de cet entonnoir. Donc on a fait ça pendant des durées relativement longues, et on a observé finalement des quantités qui sont représentées ici, donc en bleu. Vous avez au cours du temps les retombées exprimées en nombre de particules par jour et par mètre carré, et on observe finalement des apports de fibres qui sont loin d'être négligeables. Et si on extrapole ça à l'échelle de la région parisienne, avec des hypothèses qui sont contestables, on arrive quand même à des flux annuels, là aussi, de plusieurs tonnes par an qui retombent. Et quelque chose qui est assez amusant, qu'on a mis en évidence, c'est que pendant les périodes de temps sec, eh bien, on a des flux de retombées qui sont beaucoup plus faibles que le reste du temps, ce qui semble traduire que finalement, les phénomènes précipitants ont une influence importante sur les retombées atmosphériques de particules. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Alors, on peut penser que finalement, il n'y a pas tellement de risque qui est lié à ça, mais justement, il n'y a pas très longtemps, il y a une collègue qui lit sur Internet The Guardian et qui nous a envoyé cette information-là, où finalement, on peut penser que certaines de ces particules plastiques peuvent être inhalées par les poumons et constituer des fibres qui vont rester présentes à l'intérieur des poumons. Alors, on n'est pas encore rentré en contact avec ce professeur, parce que c'est des informations qui sont très récentes, mais vraisemblablement, lui, il a eu connaissance de nos travaux sur les retombées atmosphériques, parce que jusqu'à présent, on est pratiquement les seuls
à avoir fait ça. On est même les seuls à avoir fait ça à l'échelle mondiale. Donc, il y a éventuellement derrière ça un risque sanitaire qu'il faut estimer, qu'il faut évaluer. Alors, qu'est-ce qui se passe après mes retombées atmosphériques? Eh bien, dans les stations d'épuration qu'on a étudiées, eh bien, là aussi, on va trouver des quantités de fibres très importantes. Alors, on peut se poser la question, mais ces fibres, finalement, d'où viennent-elles? Et on y viendra par la suite. Et derrière, ce qu'on a pu mettre aussi en évidence, c'est une différence de comportement très nette de ces fibres entre les eaux brutes et les eaux traitées dans la station d'épuration. Dans les eaux brutes, on a des quantités assez importantes. On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que les eaux qu'il y avait à Ho Chi Minh City. Et quand même, l'épuration a un rôle très important, puisque les eaux traitées vont avoir des concentrations qui ne sont pas négligeables, mais qui sont à peu près un ordre de grandeur plus faible que ce qu'on avait dans les eaux brutes. Donc on a un abattement de l'ordre de 90% de ces plastiques. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vraisemblablement, ils s'accumulent dans les boues des stations d'épuration. Et dans la région parisienne, 60% des boues sont épandues encore sur les champs. Donc, quelles vont être ensuite les interactions entre ces microplastiques et les organismes qu'on va pouvoir trouver dans les cultures, la macrofaune du sol? Ça, c'est aussi des questions de recherche qu'il est nécessaire d'aller regarder. Alors, juste un point un petit peu plus compliqué sur cet aspect-là. Non seulement le nombre diminue, mais la structure de ces fibres change aussi. Dans les eaux brutes, on avait majoritairement des fibres de grande taille, et dans les eaux traitées, eh bien, les fibres de grande taille ont complètement disparu, et il ne reste plus que des fibres d'une taille soit inférieure à 500 micromètres, soit inférieure à 1 millimètre. Donc là aussi, au cours du processus d'épuration, les fibres ont tendance à disparaître de notre milieu et à rester bloquées les plus longues, à rester bloquées dans les boues. Alors, on s'est dit, mais finalement, est-ce que ceci ne viendrait pas des machines à laver? Et effectivement, on a trouvé énormément de fibres plastiques dans les machines à laver. Vous voyez, là, on est à des chiffres de l'ordre de 35 000, non plus par mètre cube, mais par litre. Donc, on rajoute encore un facteur 3. Et vraisemblablement, tous les habits d'origine synthétique que nous portons, eh bien, lorsqu'on les lave, rejettent des quantités très importantes de ces fibres plastiques qui ensuite vont se retrouver dans les eaux usées et vont se retrouver ensuite dans les stations d'épuration et potentiellement dans le milieu naturel. Alors, on n'est pas non plus dans les bons ordres de grandeur, mais peut-être que ces chiffres-là doivent être revus. On est à des ordres de grandeur, là aussi, de 5 à 7 tonnes par an provenant des habits. Ça fait quand même au total quelque chose d'assez important. Alors j'en arrive maintenant à peu près à la conclusion de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc qu'on pourra partager. Depuis quelques années, une augmentation très nette des efforts de recherche dans le domaine des plastiques, qu'il s'agisse du milieu océanique, qu'il s'agisse du milieu urbain. Dans le milieu urbain, c'est en train de se constituer, c'est en train d'évoluer très rapidement. Et puis un autre point qui est très important, c'est la médiatisation et la prise en compte sociétale de cette question des plastiques. Donc vraisemblablement, les choses vont évoluer aussi en termes de pratique, parce qu'il y a donc on a parlé de l'arrêt de l'utilisation des sacs plastiques, par exemple, qui devait se produire au 1er janvier, qui va se produire normalement au 1er juillet prochain. C'est évidemment des points qui sont très liés à la médiatisation de cette question-là. Donc ça, c'est pour les points que j'ai mis en vert. Il y a d'autres points que j'ai mis en rouge, parce que sur lesquels il y a encore du travail qui est nécessaire. On a beaucoup de difficultés méthodologiques
dont j'ai un petit peu parlé, qui sont liées à ce spectre continu de taille, depuis les plus petites, avec ce risque de translocation dans les organismes vivants, jusqu'aux plus grands, pour lequel il manque encore une unification à l'échelle internationale. Sur les aspects de caractérisation dont je n'ai pas du tout parlé, les techniques sont encore en train de balbutier, se mettre en place progressivement, mais là aussi avec un coût analytique qui commence à devenir élevé. Sur les aspects d'écotoxicologie, des questions demeurent. Alors, je vous ai parlé de la translocation dans la communauté scientifique. C'est une question qui est très débattue. Il y a des gens qui considèrent que ce qui a été observé est lié à des erreurs méthodologiques et que ce n'est pas possible. Alors moi, je ne suis pas du tout écotoxicologue, donc je ne prends pas part à ce débat-là, mais j'écoute et c'est ce que j'entends. On commence aussi à en voir de ces microplastiques dans les poissons de rivière. Des travaux récents ont montré ça. J'aime bien, compte tenu de mon approche aussi d'ingénieur au départ, faire des bilans, essayer d'avoir des bilans qui bouclent. Et je pense vous avoir montré au travers des différents chiffres que je vous ai présentés qu'aujourd'hui on avait des bilans qui bouclaient mal. Et en liaison avec ces bilans qui bouclent mal, eh bien, il y a de nombreux processus qui sont mal connus. Donc voilà, il y a encore du travail à faire pour les années à venir. Et je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est un cauchemar, mais bon, je vais finir là-dessus. Et puis en tout cas, les plastiques, c'est l'occasion aussi à certains artistes de s'exprimer et de faire des belles œuvres d'art sur la base de ce qu'ils ont pu récupérer sur les plages. Voilà, je vous remercie. Merci Bruno Tassin. Maintenant, on va passer aux questions. On a une question d'abord. Alors, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Si vous voulez, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on vient me faire la morale sur les déchets plastiques. Et j'aimerais bien consommer, vous voyez, de telle façon que le contenant, il retourne chez le fournisseur. Mais on me l'interdit, on ne le met pas en place. Ensuite, bon, j'ai noté, une fiscalité avantageuse, qui avantage le transport et ou la vente de produits en vrac, en sac, en conteneurs palettisés, bon, qui retournent chez le fournisseur pour être réutilisés, ou que le consommateur vienne avec son propre contenant. Mais ça aussi, on ne le fait pas. Donc à un moment, il faut peut-être arrêter. Alors, vous voyez, moi, j'en ai marre un peu de payer pour les gens qui sont irresponsables. Et ce que je propose, c'est que les gens qui ont été responsables, TVA à 20%, et ceux qui vont être responsables, TVA à 10%. Dernière chose, vous voyez, ce qui est inadmissible là, c'est qu'on ne parle pas des coûts. On dépense 15 milliards pour traiter les déchets, etc., par an, alors que cet argent, plutôt que le jeter par les fenêtres, ça pourrait servir à faire des investissements plus que vitaux pour les décennies à venir. Logements qui fabriquent plus d'énergie qu'elles n'en consomment, des activités locales pour la production de légumes, de fruits, des zones de pisciculture pour les crustacés ou autres. Et dernière chose, aussi, avant de passer au deuxième truc, c'est qu'on a allé sur YouTube, pour les gens qui sont intéressés, des informations sur l'histoire du chanvre. On peut faire 5000 produits, on peut remplacer le plastique, et on ne met pas en place. Ça aussi. Oui, non, mais attendez, c'est la question, ça revient. Deuxième point, là aussi, vous voyez, ça fait longtemps que je m'interroge sur l'écologie, les solutions alternatives, etc. Et moi, j'ai envie de me dire, mais c'est quand que le ministère va arrêter de se foutre de la gueule des Français, va arrêter le mensonge, la désinformation? Et enfin, dernière chose, après j'arrête, c'est une réflexion, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Les politiques ont fait le choix de sacrifier ma génération et celle à venir en imposant un modèle de société de consommation nous obligeant à être des nuisibles, des prédateurs, des criminels, des nazis, n'ayant aucun respect pour la vie humaine, végétale et animale, conduisant l'humanité droit vers le chaos économique, social, écologique, alors qu'il existe des solutions alternatives pour produire et consommer de façon intelligente, écologique et responsable, et qui ne sont pas mis en place, et dont la seule perspective d'avenir est d'être complice d'un génocide. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion? Voilà. Bien. Ça nous éloigne un petit peu quand même de...
Hein? Oui, c'est un petit peu le sujet, mais c'est une vision beaucoup plus large. Ça l'englobe dans une perspective qui est beaucoup plus large. Sur le dernier point que vous évoquez, le rôle des politiques et le sacrifice d'une génération, bon, on a tous des moyens d'expression dans des pays démocratiques. Donc je dirais que c'est déjà sur ces aspects-là qu'il faut arriver qu'il faut utiliser de manière à faire valoir un certain nombre de points de vue. Et je crois que ce cycle de conférences est aussi un moyen d'alimenter cette discussion. La semaine dernière, il y avait donc Pablo Servigne sur les questions d'effondrement. La semaine prochaine, il y a Philippe Biwix. Enfin, je pense avoir essayé de montrer que je m'insérirais bien dans cette dynamique de l'exponentiel qu'il évoquait. La semaine prochaine, vous avez Philippe Biwix qui vient avec cette réflexion sur je dirais le mur dans lequel on fonce, hein, puisque finalement, en termes de ressources, de toute façon, la situation n'est pas tenable. Et même si on parle de transition énergétique, la vitesse à laquelle il faudrait qu'elle se produise est complètement impossible, incompatible avec les méthodes de production qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent permettre d'alimenter cette discussion et qui peuvent permettre à tout à chacun de se rendre compte effectivement d'un peu de l'impasse dans laquelle on est. Et personnellement, je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là. On a une question de ce côté-là. Pour moi, mon point de vue n'était pas... Enfin, si vous voulez, on peut parler des solutions alternatives à l'utilisation des plastiques. Il y a des choses qui sont très simples. Il y a tout un tas de pays où il y a des systèmes de consignes qui existent pour récupérer les bouteilles plastiques. Alors, on peut ne pas utiliser de bouteilles plastiques, je suis d'accord. On aurait pu avoir une carafe de verre avec de l'eau d'eau de Paris et puis un petit gobelet. J'ai un petit gobelet en porcelaine pour mon café maintenant dans mon sac avec moi. Mais c'est pas là. Voilà. Il y a des pays où ça existe, avec évidemment un effet vertueux, puisque chacun récupère le montant de sa consigne quand il va rejeter ses bouteilles plastiques. Et d'autre part, ça incite aussi ceux qui ont très peu de moyens à récupérer les bouteilles qui peuvent être abandonnées pour aller aussi récupérer l'argent de ces consignes. Donc il y a deux effets. Pardon ? Oui ? Ah alors, autant que donc là, je ne suis pas un spécialiste de la politique des déchets, mais autant que je sache, le choix, la France, avec le système qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années, a choisi une optique qui est complètement différente. Et on n'est pas dans cette logique, et personnellement, je le regrette, de la mise en place de consignes sur ces bouteilles plastiques. Ça, c'est un fait. Maintenant, je pense que Philippe Biwix reviendra là-dessus la semaine prochaine, où il dit que finalement, on peut aussi envisager des modes de vie dans lesquels le recours à ces bouteilles plastiques peut être beaucoup plus faible, ou à des récipients plastiques peut être beaucoup plus faible que ce qu'il est aujourd'hui. Mais ça implique aussi d'avoir une révision de l'ensemble des filières liées à la consommation. Et là, je pense que c'est des travaux qui sont très compliqués. On est un peu dans des systèmes qui se sont fossilisés, qui se sont mis en place, et c'est extraordinairement difficile de faire marche arrière. Il y a exactement le même problème dans l'agriculture. Bien, on a une question au fond. Ici, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez parlé au début quand vous vous promeniez sur les plages de Biarritz, vous avez trouvé des billes utilisées par l'industrie, des billes qu'on fond en principe pour faire des... Alors, ça, c'est pas un déchet. J'aimerais bien savoir comment se fait-il que ça se retrouve sur les plages? Est-ce que ça a été rejeté par les industries de manière volontaire, ou est-ce qu'il y a une fuite au niveau des industries qui perdent les billes plastiques? Et deuxième question, est-ce qu'au vu des tailles des nanométriques maintenant du plastique qui se trouve dans la mer, est-ce qu'au cours de l'évaporation de l'eau qui se retrouve en pluie, est-ce qu'elles sont à même, les particules d'eau, d'emporter maintenant ces micro-nanostructures de plastique et de les déverser sur le continent sous forme de pluie?
Je ne suis pas sûr d'avoir les réponses à toutes vos questions. Alors, sur la première, sur les billes, alors, ce n'est pas un déchet, effectivement, c'est une matière première, mais quand on la retrouve sur les plages, là, c'est malheureusement devenu un déchet, puisque c'est abandonné, ça n'a pas de propriétaire, c'est là, et ça ne contribue pas au fonctionnement de l'écosystème. Effectivement, alors je ne pense pas que ce soit ça n'a aucune raison que ce soit des rejets volontaires des industriels. C'est des fuites soit au travers de containers qui transportent ces billes et qui, pendant des périodes de tempête, peuvent être rejetés, enfin tomber à la mer ou des choses comme ça. Soit c'est des industries locales, littorales, qui ont un dysfonctionnement à un moment et ça va rejoindre le milieu océanique, mais c'est absolument pas, je pense absolument pas qu'on puisse considérer que ce sont des actes volontaires. Mais c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de zones du globe, et il y a même une équipe de scientifiques au Japon qui demandent qu'on leur renvoie toutes ces boulettes de plastique qu'on retrouve sur les plages. Alors, il faut qu'elles soient, ils sont très exigeants, il faut qu'elles soient vieilles, donc qu'elles soient jaunies et qu'on en ait au moins 100. Et eux vont aller faire dessus des analyses de ces contaminants chimiques qui ont la capacité de se fixer dessus. Donc, pour vous dire qu'effectivement, s'ils se sont lancés là-dedans, c'est qu'il y en a effectivement beaucoup, et peut-être parfois bien plus que les 3-4 que je vous ai montrés sur mes photos, même si je les ai trouvés à de très nombreux endroits. Donc ça, c'est un peu pour la première question. Donc pour moi, ce sont des déchets, ce sont des fuites du système industriel, du processus industriel à un moment ou à un autre, mais pour moi, ce n'est absolument pas des rejets volontaires. Il n'y a aucun intérêt pour l'industriel à avoir une fuite de sa matière première. Ensuite, sur l'évaporation. Alors, j'ai vraiment des difficultés à vous répondre, parce que d'une part, ce qui est nanométrique aujourd'hui, personnellement, moi je ne sais pas le mettre en évidence, le caractériser. Je vous ai montré des photos de filtres. On est sur des filtres qui ont une porosité qui est largement supérieure au nanomètre, et donc on ne les voit pas. Ce qu'on voit par contre dans nos retombées atmosphériques, c'est des matières plastiques, mais on peut penser que la dynamique n'a rien à voir avec un phénomène d'évaporation et de retombée. Ça, on est à peu près sûr de ça. Est-ce que d'un point de vue, je dirais, modélisation, on pourrait faire des modèles d'évaporation dans des contextes de vent, etc., pour voir si ces nanoparticules ont la possibilité d'être transférées dans les masses atmosphériques et ensuite de retomber? Peut-être, je ne suis pas au courant de ces travaux. Et moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai regardé, mais peut-être c'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Merci. Oui, j'aurais voulu savoir quels sont les facteurs principaux de dégradation de ces matières plastiques. Vous avez cité le soleil, d'accord, mais j'imagine que ça ne fait que le fragmenter, donc on se retrouve avec des échelles de plus en plus petites, mais voilà. Est-ce que, par exemple, des bactéries les dissolvent complètement? Merci beaucoup. Merci de votre question. Alors, il y a un autre facteur qui est évident aussi et que je n'ai pas mentionné, qui est un facteur physique de trituration, de frottement, qui va amener aussi au délitement de ces espèces-là. Alors, il y a des actions bactériennes, il y a des papiers aussi qui ont fait un certain bruit il y a quelques années sur des champignons qui avaient la capacité aussi de dégrader ces plastiques. Donc, effectivement, il peut y avoir des actions d'origine biologique qui vont amener à une dégradation de ces plastiques. Néanmoins, autant que je sache sur cette question, les capacités de dégradation
par ces processus-là sont tout à fait incompatibles avec les masses produites et rejetées chaque année. Ou alors il faudrait des usines de champignons colossales pour arriver à dégrader tous ces plastiques-là. Donc il y a des processus biologiques qui permettent ça. Il y a des équipes qui travaillent sur cette question de la fragmentation et de la dégradation. Autant que je sache, aujourd'hui, ils travaillent surtout sur les processus physiques et physico-chimiques. Il y en a peut-être qui commencent à regarder. Il y en a qui regardent aussi ces aspects biologiques, mais je pense que c'est encore une question de recherche. Bonjour. Alors, dans votre exposé, vous n'avez pas tant parlé au niveau macroscopique du continent de plastique qu'il y avait dans le Pacifique. Moi, j'ai pensé que la mer Méditerranée, c'était quelque chose de fermé. Alors, je ne suis pas trop au courant des courants qu'il y a dedans, mais est-ce que vous pensez qu'en mer Méditerranée, on peut retrouver ça ? Et aussi, j'ai encore une autre question. Moi, je connais l'usine marémotrice de la Rance à Dinard, et pour utiliser ça, en fait, il n'y a pas de déchets qui s'accumulent dessus. Comment ça se fait ? Et est-ce que vous pensez que si on met une grille dans un fleuve, ça pourrait filtrer une partie de ces déchets ? Voilà. Alors, on reviendra sur l'usine marémotrice par la suite, mais je voudrais juste... quand je vous ai montré la carte avec les taches de plastique, en fait, à l'échelle de la carte, la Méditerranée apparaissait toute petite, mais la Méditerranée est très chargée en déchets plastiques. Et il y a un collègue de l'IFREMER qui a collecté de très nombreuses données là-dessus. Donc la Méditerranée en soi est aussi, alors pas un océan de plastique, mais une mer de plastique, avec aussi ce phénomène de sédimentation qui a été observé et qui fait qu'on va retrouver aussi des macroplastiques au fond de la mer Méditerranée. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun doute. Le moteur principal de la mer Méditerranée, c'est surtout l'évaporation. Donc en fait, on est un peu sur une mer fermée qui va recevoir plus de l'eau en provenance de l'océan Atlantique que d'eau qui va sortir. Donc on est un peu dans cette logique de NAS. Et on a effectivement cette accumulation qui se produit et qui est observée et qui est aussi modélisée par les modèles. Alors ensuite, sur l'usine marémotrice, je n'ai pas bien compris c'était votre deuxième question, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît ? Voilà, en fait, je vois sur cette usine, en fait, c'est pour tirer de l'électricité à partir du mouvement des marées. Et pour que ça marche, il faut bien qu'il n'y ait pas de déchets sur les bouées qui permettent de tirer de l'électricité. Sinon, il y aurait des pertes énormes. Et je ne sais pas comment ils font pour... Alors, donc c'est une usine qui est assez ancienne, puisqu'elle date des années 60, il me semble. Et de mémoire, les pales avaient été faites aussi en argent pour pouvoir résister à la corrosion. Enfin, c'est des métaux, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est des métaux très précieux qui ont été utilisés pour cette usine-là. Et je pense que c'est aussi des métaux sur lesquels il y a assez peu de dépôts qui vont se produire. Alors par contre, ce que vous dites me fait penser à quelque chose, pas très loin d'ici. Il y a des grosses pompes qui ont été installées pour relever sur une quarantaine de mètres en période d'orage des eaux de temps de pluie entre un gros tunnel qui les stocke et puis une station d'épuration qui va les traiter. Et ces pompes subissent des dommages importants en raison des plastiques, à savoir qu'il y a une accumulation de bouteilles de plastique qui se produit dans la bâche qui est à l'amont qui est juste avant ces pompes, et elles sont aspirées par les pompes, ça fond lorsque la pompe tourne, et ça va déposer une espèce de gangue de plastique sur les bords du corps de pompe et causer des dommages. Donc là, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, ce n'est pas du tout un impact d'ordre éco-toxicologique, mais c'est un impact physique qui a des conséquences sur le fonctionnement de ces pompes et sur le coût de leur entretien.
Ma dernière question, Oui. c'était à propos de cette grille qu'on pourrait poser à l'embouchure d'un fleuve. Est-ce que vous pensez que ce serait une innovation technologique possible? Donc à l'amont du fleuve pour empêcher les plastiques de sortir, c'est ça? En gros. En gros, c'est ça. Alors, bon, ça pose un problème, c'est que la grille, elle ne fera pas le tri entre les organismes vivants et les plastiques, quoi. Alors, Oui, il faudrait c'est une vrai. grille super intelligente qui arrive à... Il faudrait un machin super intelligent qui arrive à choper les plastiques, mais pas les poissons. Enfin, Ok. voilà. Bon, c'est peut-être Donc, compliqué. le projet de ce jeune Hollandais qui voulait nettoyer les océans. Alors, c'est intéressant. Donc, l'idée, c'était effectivement sur ces grandes gires de plastique, d'utiliser, d'avoir un système avec des espèces de bras et qui était statique et, en fonction des courants, permettait de piéger les plastiques qui passent. Donc, effectivement, c'est astucieux, ça peut marcher. Mais ce que l'équipe d'Ericsson a mis en évidence dans ses travaux, c'est des masses de l'ordre de 300 000 tonnes. Or, les estimations qui existent aujourd'hui de rejet sont entre 5 et 10 millions de tonnes pour faire vite. Donc, c'est bien, mais il y a sans doute beaucoup plus à faire à l'amont. Je rejoins un petit peu la première personne qui a posé des questions. C'est sans doute au niveau de l'évolution des modes de vie déjà pour avoir, parce que bon, on est quand même sur cette croissance. Je vous ai dit, entre 2012 et 2014, on est passé de 288 à 311 millions de tonnes. C'est pas du tout négligeable. En Europe, on est un peu sur une stagnation de la production de plastique. Dans d'autres pays du monde, et évidemment en Asie, on est sur des croissances qui sont très importantes. Donc il y a effectivement une question de ce côté-là, surtout que je vous l'ai dit aussi, c'est pas du tout négligeable par rapport à la consommation mondiale d'hydrocarbures. Et puis derrière, c'est une gestion des déchets qui soit une gestion adéquate. C'est vrai que en préparant cette intervention, j'ai retrituré un peu mes chiffres et j'ai regardé ça, mais de voir que finalement, la quantité rejetée chaque année elle est à peu près égale à la quantité produite, c'est quand même extraordinairement inquiétant par rapport à la durabilité du produit en question. Donc c'est une durée de vie qui est très faible finalement, le plastique. Donc derrière, des quantités de déchets produits qui sont très importantes. Même si on a l'impression dans notre vie de tous les jours que ça dure très longtemps, mais on en rejette quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. D'après ce que je vois, le problème avec les plastiques, c'est qu'il n'est pas biodégradable. Bon. Mais la pierre, par exemple, n'est pas biodégradable non plus. Et au fur et à mesure du temps, on la retrouve en sable, sous forme de sable. Est-ce que ce ne serait pas, au fur et à mesure du temps, la même destinée pour les déchets plastiques? C'est pas que je le souhaite, mais enfin bon. Oh, je pense que je suis pas loin de penser la même chose que vous. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. On est quand même sur des produits qui sont, les organismes vivants sont habitués aux pierres depuis un certain nombre de millions d'années, voire un peu plus. Le plastique, c'est quand même un produit qui est apparu il y a 50 ans ou 60 ans. Hein. Je ne me vois pas vieillir, mais peut-être plus 60 ans maintenant que 50. Donc là, il y a quand même un problème de ce côté-là. Maintenant, effectivement, le fait que ce qu'on observe en surface soit très faible, il y a une masse très faible par rapport aux masses produites tous les ans, fait que vraisemblablement, on a une disparition par fragmentation. Il y a des collègues qui parlent aujourd'hui de plastique dissous, donc on est même sur du sable hyper fin, puisque dans ce cas-là, ça devient pratiquement quelque chose de dissous. Et on a aussi ce phénomène d'évacuation sur la verticale par sédimentation, évidemment beaucoup plus lente que les pierres dont vous parlez. Quand on a du sable qui arrive dans l'océan, eh bien, il va sédimenter extrêmement rapidement compte tenu de sa densité. Les plastiques, ce ne sera évidemment pas le cas, même si, avec le temps, ils vont voir leur densité augmenter et vraisemblablement avoir des capacités à s'éliminer verticalement. Et récemment, il y a eu des travaux aussi qui ont montré que ces gires qu'on supposait fermés,
était finalement peut-être pas aussi fermé que ça et qu'il y avait des échappatoires pour les particules au niveau de ces gyres. Bon, là aussi, les connaissances ne sont pas encore complètement stabilisées sur ces questions-là. Mais le fait que ça devienne de plus en plus petit et que ça sédimente, c'est quelque chose qui, je pense, peut être considéré comme largement vraisemblable. Ouais, mais reste quand même l'inhalation. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, aussi bien mes collègues que moi, on n'est pas du tout spécialistes en épidémiologie. Donc, on avait un peu cette idée que les particules, vraiment ce qui était dangereux, c'était les PM2,5, que donc là, on avait des fibres qui étaient beaucoup plus longues et qu'a priori, le risque d'inhalation était faible. Il y a un article qui parle de ça, qui est assez ancien, dont on peut se poser des questions sur la rigueur méthodologique qui a prévalu aux travaux. Mais le point de vue de ce professeur anglais la semaine dernière, avec lequel on va rentrer en contact, nous pose évidemment question. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est en contact de la chaleur, il y a cette histoire du bisphénol A. Alors oui. Donc il y a cette accumulation de... Alors ça, c'est assez intéressant. Donc il y a cette accumulation qui a été observée des contaminants sur les particules plastiques. Alors si on regarde les choses à l'échelle d'une rivière comme la Seine, qui est une rivière qu'on a largement étudiée, aussi sur ces micropolluants, je vous avais montré quelques graphiques sur le lac du Bourget, mais c'est toujours un peu les mêmes qu'on regarde, y compris dans la Seine. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que le flux de micropolluants fixés sur des particules minérales qui va arriver dans l'estuaire de la Seine est beaucoup plus important que le flux de ces mêmes micropolluants qui va être fixé sur les matières plastiques. Donc, je dirais que le risque et la question est quand même majoritaire sur les particules minérales par rapport aux particules plastiques à cette échelle-là. Maintenant, quand on regarde au niveau des océans, les choses peuvent être complètement différentes, puisque le fait que les particules minérales vont sédimenter, elles vont quitter en grande partie, sauf pour les organismes vivants au fond, le milieu vivant, alors que les plastiques vont rester beaucoup plus longtemps, vont voyager beaucoup plus longtemps et vont pouvoir jouer ce rôle d'éponge dans les milieux océaniques d'une manière beaucoup plus importante. Donc là, effectivement, il y a un risque qui peut être un risque. Alors derrière, on va retrouver les mêmes risques que sur tous les micropolluants organiques, d'accumulation et d'amplification dans les chaînes trophiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je crois que tout le monde est content. Écoutez, si vous êtes content, c'est parfait. Moi aussi, je vous remercie. Merci Bruno Tassin. Merci.